Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 juillet 2018, voici la une du journal. Drame à Limbé, 4 morts dans des glissements de terrain après les pluies diluviennes d'hier mardi. Le sud-ouest et l'extrême nord des régions sinistrées ce soir. Soutien à la candidature du chef de l'État et mobilisation au sein de l'opposition. Le 20h30 ouvre le dossier des coalitions et des tractations. Maître Jean de Dieu Momo, rallié au RDPC, est l'invité du journal. Déviance à l'université, des cités destinées aux étudiants abritent très souvent des familles entières. Cités universitaires ou logements sociaux, le 20h30 mène l'enquête. Voilà pour les titres. En tête du journal, Limbé, la belle cité du sud-ouest, sinistrée depuis le décès de 4 personnes à la suite d'un glissement de terrain consécutif aux pluies torrentielles d'hier mardi. Le bilan annonce également de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilaï, et les autorités chargées des catastrophes naturelles au gouvernement sont sur le terrain là-bas pour les premiers secours aux populations sinistrées. Nous reviendrons certainement en son et en images sur ce drame en cours dans le sud-ouest. D'abord, direction l'extrême nord, même désolation dans cette région où les quartiers Katoual et Gaklé dans l'arrondissement de Maroua 1er ont les pieds dans l'eau ce mercredi. Les fortes pluies d'hier ont laissé près de 80 familles sans abri et emporté nombre de gros et menu bétail dans les cheptels. Les mesures d'urgence préconisées par les autorités, c'est dans ce reportage de Elvis Nguimaison de CRTV Extrême Nord. Cette maman est assise sur la fondation de sa maison, emportée la veille par les eaux en furie. Les larmes qu'elle coule renseignent à suffire sur son état d'esprit présent, de cette incertitude du lendemain qui habite également près de 80 familles sinistrées des quartiers Gaglé et Katoual, arrondissement de Maroua 1er, qui ont tout perdu à cause des inondations dues aux fortes précipitations de la veille. Voilà, les maisons sont déjà parties, 1, 2, 3, mais il n'y a pas de 2 quand même. Nos milles et nos sèvres, ni quoi, sont déjà partis. On n'a rien maintenant là. Nous souffrons comme ça. On veut que le gouvernement vienne nous aider. Le message de réconfort du gouvernement aux sinistrés est porté par le préfet du Diamaré. Nous avons eu le sentiment que les populations sont confortées. On a prescrit à ces populations de veiller à ce que les voies d'évacuation des eaux soient libérées. Et à l'avenir, que les constructions ne se fassent plus à des endroits inappropriés. Le sous-préfet de Maroua 1er, avec l'aide des autorités traditionnelles, recense les biens détruits et emportés et la solidarité africaine est convoquée ici afin que certaines familles accueillent sous leur toit les personnes sinistrées, surtout les tout-petits. Des pluies décidément désastreuses hier mardi à travers le Cameroun. La circulation est interrompue depuis ce mercredi au lieu dit Pont-Bokom Kojofar à Douala dans le littoral. Et pour cause, une buse métallique essentielle s'est effondrée à ce niveau sous l'effet de ces mêmes pluies qui se sont abattues également sur la capitale économique la nuit dernière. Des mesures ont été prises pour décanter la circulation et des voies de contournement sont maintenant indiqué. Retrouvons sur place Léon Bertrand Tanefo, notre correspondant sur place à Douala. Des deux côtés du pont Bokom Kojofar de Yassa ce mercredi soir, la longue file des véhicules stationnés renseignait sur l'impact de l'effondrement de cette buse métallique existentielle. Un effondrement causé par les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur la ville, provoquant des inondations et entraînant la perte d'une partie du bloc technique de la buse. J'ai trouvé la route coupée en deux. Depuis 14 heures, je suis cloué là, je ne parviens pas. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière ni de faire marche avant.
Afin d'éviter toute paralysie de la circulation dans la ville de Douala, de nombreuses mesures ont d'ores et déjà été prises, notamment le transfert de la circulation vers Ndokoti et Yassa. Quant à l'entreprise en charge de la construction des travaux de déviation entamés depuis quelques mois, elle dispose d'un délai de 72 heures maximum pour achever les dits travaux, conformément aux instructions du ministre des Travaux publics. Ils nous ont dit que ces travaux-là seront rapides. Moi, je suis taximan. Tous les jours, c'est la même chose. Une lenteur également justifiée par le déplacement des réseaux existants de Cantel, Eneo et Camwater. La Camwater qui dispose de 24 heures pour déplacer la canalisation d'eau sur le site. Les travaux sont prévus cette nuit sur le pont et la circulation sera rétablie ce jeudi, à en croire l'entreprise en charge. Et nous vous donnerons naturellement toutes les informations nécessaires sur ces différentes situations à travers le Cameroun. La compassion nationale qui va ce soir à ses compatriotes sinistrés, tout comme celle exprimée ce mercredi par le CERAC aux populations vulnérables de la Mefou et à Konon. Le Cercle des Amis du Cameroun a rétrocédé ce mercredi le centre de santé intégré réhabilité de Mbankomo et procédé à la remise des dons aux orphelins et aux femmes rurales de ce département. La délégation du CERAC était conduite par Madame le ministre Marie-Thérèse Abenaondoa en sa qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, la première dame camerounaise, présidente fondatrice du CERAC. Joseph Clément Ongba revient d'Auvent. Dans un instant, certainement, ce reportage de Joseph Clément Ongba sur les actions sur le terrain ce mercredi du CERAC dans la ville d'Auvent. Nous reviendrons certainement dans la suite de ce journal sur cette actualité. Le temps de parler de celle sur le front de la présidentielle 2018. C'est le dossier de la rédaction ce soir. Les tractations au sein de l'opposition, la coalition des partis autour de la candidature du président Paul Biya. Nous vous offrons ce soir tout le panorama et d'abord la structuration de l'opposition camerounaise. Jusque-là, en rang dispersé selon les dossiers déposés à Elecam, mais des stratégies de campagne se dessinent avec en toile de fond la quête toujours d'une candidature unique. Regard sur l'opposition camerounaise qui prépare la présidentielle, c'est l'enquête de Rodrigue Bertrand Tueno. Le 19 juillet dernier, il arrachait la palme du dépôt de dossier de candidature le plus animé. Ce 25 juillet, lorsque nous le retrouvons à Obobogo, son quartier à Yaoundé, au téléphone accroché, il potasse déjà sa campagne. Nos équipes sur le terrain qui travaillent aux inscriptions travaillent maintenant à la divulgation de notre projet de société, à la mobilisation des électeurs afin qu'ils retirent leur carte d'électeur. Les autres partis d'opposition en course sont dans la même dynamique avec une équation majeure à résoudre, le financement. Pour faire face à la campagne, il faut les moyens suffisants. Une circulaire du président national datant de vendredi qui a précédé le lundi de la convocation du corps électoral inscrivait déjà les militants dans la logique de mobilisation de ressources pour la campagne électorale. Si nous réussissons à mobiliser 200 millions, nous allons faire une campagne à moindre coût, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous déplacer, d'aller vers les compatriotes, trouver des gadgets. Les réseaux sociaux sont mis à contribution. C'est important pour nous d'aller communiquer de manière directe parce qu'on a des échanges avec différentes personnes sur les réseaux sociaux. L'idée d'une candidature unique n'est pas encore morte et enterrée. Nous travaillons avec les autres partenaires de l'opposition parce que le dépôt de candidatures multiples ne signifie pas automatiquement qu'il n'y aura pas une dynamique d'entente dans l'opposition. On essaye de travailler pour la coalition parce que c'est le message le plus important que nous renvoie l'ensemble des Camerounais aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est une coalition pour le changement. Imaginez ce que sera la campagne si ce vieux rêve de candidature unique de l'opposition devenait enfin réalité. En face de cette opposition qui se structure, la candidature massive du président national du RDPC, elle rallie maintenant plus d'une trentaine de partis, dont l'UNDP, l'ANDP, le MDR et le FSNC.
Des alliances qui devraient assurer au candidat Paul Biya le gros des votes de ces régions septentrionales qui sont leurs fiefs. Mais pour quel impact réel sur l'échiquier politique national? De quel poids pèsent donc ces formations politiques? Voici le regard de Séverin Alégambélé. La démarche du collectif des 20 partis politiques de l'opposition qui soutient la candidature du président Paul Biya fait grand bruit depuis la semaine dernière. Un bruit qui dissipe mal l'effet produit par les résolutions des états-majors des partis que sont le MDR, l'ANDP, le FSNC ou l'UNDP en l'espace de quelques jours. Soutenir la politique du gouvernement, c'est d'abord soutenir la politique de son chef, le président de la République. Du point de vue de l'analyse politique, le mouvement de ralliement observé traduit un état d'esprit. L'initiative en termes de démarche cohérente de groupe montre effectivement qu'il y a un poids psychologique qui n'est pas à négliger. Même si quelque part il serait question d'attendre en bout de chaîne des dividendes politiques en termes de nomination à des postes administratifs importants. Il s'agit tout simplement là d'une sorte de réalisme politique. L'entrée en scène de tous ces alliés ayant au nom des élus redistribue tout de même les cartes sur le marché électoral. Il y a une sorte d'axe nord-sud fortement établi. C'est une sorte de tradition depuis le président Ahidjo. Et cette volonté de ralliement traduit effectivement, j'allais dire, le renouvellement, la confirmation de l'existence de cet axe nord-sud qui, chaque fois qu'il est question de gérer des échéances importantes, se reconstitue d'une manière ou d'une autre. À considérer seulement ce qui se dessine dans la partie septentrionale du pays, on peut admettre que le soutien du MDR, de l'UNDP ou de l'ANDP constitue un capital de voix important pour le candidat Paul Biya, un capital de sympathie qui va certainement peser de tout son poids au moment du décompte final. Et à l'observation des mouvements sur la scène politique, il convient de noter que l'adhésion et les soutiens à la candidature du président Paul Biya dépassent le seul champ politique. Cette candidature rallie maintenant les autres groupes sociaux que sont les intellectuels, les chefs traditionnels ou encore la société civile dans son ensemble. Une large convergence de vues entre le peuple et son chef que relève ici Lucrèce Modundjemba. Il y a donc plus de 20 partis politiques de l'opposition qui font chorus autour de la candidature de Paul Biya, président national du RDPC. Mais il y a surtout l'appel du peuple, décliné par la société civile, les intellectuels et l'autorité traditionnelle. C'est l'expression d'une accointance certaine entre le peuple et son chef. Ces appels traduisent l'adhésion d'un peuple à la politique du chef de l'État. Certains n'y voient que de la manipulation. Les hommes de science vont au-delà des apparences. Au-delà de l'instrumentalisation, cela atteste, n'est-ce pas, d'une construction populaire de la désignation d'un candidat, notamment à l'élection présidentielle. Positionnement des élites, oui peut-être, mais surtout choix délibéré de miser sur un candidat à même de leur envoyer l'ascenseur. Les élites politiques mobilisent pour obtenir notamment des suffrages, et ces suffrages sont échangés contre des positions. Les populations qui véritablement travaillent aujourd'hui à la désignation, à l'appel à candidature, même sous la médiation, n'est-ce pas, des élites politiques, n'est-ce pas, entendent véritablement bénéficier à terme, n'est-ce pas, d'un certain nombre de rentes politiques. Et pensent à un moment donné qu'il y a une personne susceptible de leur apporter les solutions à leurs problèmes. Et que dire de ce contexte sociopolitique? Il n'est pas propice à une quelconque aventure. Pour ce qui est du Cameroun en ce moment-ci, je suis persuadé que ceux qui viennent vers le président Biya ont compris que le programme politique qui est le sien à ce moment est celui qui peut aider le Cameroun à sortir de la situation qui prévaut aujourd'hui. Parce que si on amène un aventurier, quelqu'un qui veut seulement, qui dit quitte de là que je m'asseye pour faire la même chose que toi, on n'est pas sûr
que celui-là aura la même aura, le même charisme pour réaliser ce que les Camerounais attendent. Soulignons toutefois que le consensus autour d'un chef n'est pas une particularité camerounaise. En prenant en compte l'expérience de Trump, ce sont les militants qui ont pesé sur le choix de son parti, notamment dans sa désignation. Lorsque vous voyez un peu l'élection du président Macron, avec la mobilisation de la société civile, dans la construction notamment de sa candidature et de son succès électoral, on se rend compte que la démocratie actuelle nous interpelle. En fait, au regard de ces soutiens multiformes, il est clair que les électeurs du président candidat ne se laissent pas dicter leur choix. Je vous le disais, Maître Jean de Dieu Momo est l'invité de ce 20h30. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Bonsoir, CRTV. Bonsoir, le Cameroun. Merci. Bonsoir également, Monsieur le Président de la République, le candidat que j'ai décidé de soutenir avec mes militants. Vous êtes, faut-il le rappeler, le président du PADEC, le Parti des Patriotes et Démocrates pour le développement du Cameroun. Et effectivement, on vous a vu ce 20 juillet au Yaoundé Hilton Hotel, parmi ces 20 partis annonçant votre soutien au candidat Paul Biya. Pourquoi? La situation sécuritaire du pays l'impose. En ce moment où il y a des bruits de bottes dans notre pays, en ce moment où le pays est divisé, le nord est attaqué par le Boko Haram, au sud, au sud-ouest et au nord-ouest, on s'entretue, les anglophones tuent les francophones, et certains veulent la séparation, la sécession. C'est un moment excessivement dangereux dans la vie d'un pays. Il ne faut pas que les gens qui détestent ou qui croient détester Paul Biya, le président, entraînent leur haine à la perte de notre pays. Moi, je suis avocat pénal international. J'étais avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Je connais le génocide rwandais comme un acteur. J'ai vu les images, j'ai été là-bas, j'ai enquêté, je sais où ça commence et comment ça finit. On a enregistré 1 million de morts et ce n'est pas le moment de le faire. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on fait de l'opposition une carrière, lorsqu'on fait de l'opposition systématique, aveugle, on en arrive à être comme si on portait des œillets et on ne voit pas les actions gouvernementales. Et il est clair que lorsqu'on essaye de voir, voir les actions positives de M. Paul Biya, on se rend compte que de tous les candidats qui sont là, il est le meilleur qui peut entraîner le Cameroun vers, n'est-ce pas, une certaine stabilité, vers la paix. C'est le seul pour le moment parce qu'il y a l'âge que certains disent. L'âge est un atout pour lui et non un handicap. Il a l'âge de l'indépendance, il a l'âge de l'autonomie, il a l'âge où on n'a plus peur. Il a l'âge où on ne craint pas les autres. On ne craint pas les Occidentaux, on ne signe pas les contrats avec la pression. Il a l'âge où on ne cède plus aux pressions. Il a l'âge où on prépare sa succession. Et à ce moment-là, c'est un âge, et je pense que tous les Camerounais, s'ils étaient des patriotes comme nous, ils devraient plutôt l'accompagner, à accomplir, à sortir. Il faudrait quand même que les Camerounais apprennent à accompagner un président, à entrer dans l'histoire. Et non que notre petite jalousie, notre petite mesquinerie, parce qu'on veut prendre la place, nous entraîne à mettre systématiquement les bâtons dans les roues de la personne. Moi, longtemps avant la convocation du corps électoral pour cette présidentielle du 7 octobre, on ne vous a pas souvent entendu ni sur ces questions graves de la crise sociopolitique, ni même sur ces soubresauts autres et politiques au Cameroun, maître. Vous étiez où? Alors, je vais vous dire, on m'a entendu. J'ai soutenu tout de suite la cause de mes amis, de mes frères anglophones. La cause corporatiste. Je veux dire, les corporations d'avocats, des enseignants, j'ai soutenu. Et je demandais, nous demandions, notre parti politique demandait au président de la République de trouver une solution. Je pense que cela a été fait. Nous avons soutenu, j'ai même me suis constitué pour BBC Mancho. Hein, je l'ai soutenu, je suis allé le voir en prison. Je suis allé les voir tous en prison pour leur apporter mon soutien. Nous étions là dans le cadre des enfants d'un même pays qui ont de la colère vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, la situation a changé sur le terrain. La situation a changé parce qu'un groupuscule
d'excités et de terroristes ont pris en otage ce problème, cette question, et en ont profité pour vouloir diviser le Cameroun. Un patriote, et je suis un patriote panafricaniste, c'est-à-dire que je veux l'unité de l'Afrique, je ne peux pas accepter que dans le même temps, on divise mon pays. Moi, je suis de Tchang, vous savez, et je sais que dans le Bialem, ils considèrent même que Tchang, ça fait partie de leur Ambazonie. Ils sont dans le Fongo-Tongo, ils attaquent. Ils sont chez moi à Bafou, au nord de Bafou, à Mouk, on appelle ça Mouk. Ils attaquent, ils sont là. Et je dis, dans une situation d'insécurité comme cela, les gens qui ont vécu l'insécurité des années 1960, j'étais tout petit, mais je me souviens qu'en 1966, nous avons dû abandonner la classe pour fuir. Nos mamans sont venues nous chercher parce qu'on avait dit que les maquisards sont venus. Les gens qui ont vécu ce maquisard-là... pas là certainement, voilà. Ni au Rwanda, et on espère qu'on n'en arrivera pas là. Exactement, justement. Mais de quel poids pèse votre soutien? Quelle solution vous apportez exactement dans l'escarcelle de la recherche des solutions de sortie de toutes les crises en cours? C'est excellent à vous poser la question commune, la question qui est dans les réseaux sociaux, de quel poids politique il pèse. Mais vous avez vu que sur les réseaux sociaux et partout, parmi les 20 personnes qui ont soutenu la candidature de M. Paul Biya, je suis la seule personne qui est laminée et qui est traitée de tous les noms. C'est-à-dire que... Mais nous sommes très loin de faire du suivisme sur ce plateau du 20h30. C'est une question fondée sur votre rang à la dernière élection. Vous étiez 8e il considère que j'ai un poids politique. Il considère que j'ai un poids politique. Il considère que je suis un leader. De toutes les façons, un leader, c'est pas une question de chiffres. Et moi, j'ai dit que, fondamentalement, ce que j'apporte au président Paul Biya, ce n'est pas mes 0,4%. Ce que je lui apporte, au-delà de la légitimité qu'il a, c'est la dignité. Ce que j'apporte, c'est la sincérité. Non, les gens doutent. Les gens disent que cette légitimité est construite autour du RDPC et que c'est un parti obèse, etc. Mais c'est son parti, c'est normal. Je lui apporte les voix d'une opposition véritable, d'une opposition radicale. Je les ai. Je les ai. Parce que nous avons siégé, et je puis vous dire que cette question a divisé notre électorat. Mais au fur et à mesure que j'ai expliqué, nos militants commencent à comprendre. Beaucoup de mes militants, beaucoup de cadres de nos partis qui ont été associés à la décision l'ont comprise. Et beaucoup attendent ici à Yaoundé, à l'ouest. Ils attendent également des dividendes, dit-on, de ce soutien. Ils attendent d'aller en campagne pour soutenir le candidat Paul Biya. Écoutez, Madame Balajo, dit une chose. Vous avez le Singapour où le Premier ministre, un avocat qui était comme moi d'ailleurs, est resté presque une quarantaine d'années au pouvoir. Et vous savez où le Singapour est aujourd'hui. Vous avez la Chine. C'est quand même les dragons du Sud-Ouest. Nous n'allons pas chercher si loin, on n'a pas le temps d'aller aussi loin, mettre sur ce plateau. C'était pour vous dire simplement, pour vous dire simplement que la valeur, elle est symbolique, mais elle est réelle. C'est une valeur de sincérité. Ce n'est pas de l'opposition factice. Vous comprenez? Parce qu'au Cameroun, peut-être que vous, à la CRTV, vous ne le savez pas, moi, je suis considéré par une fraction de la population qui me tire dessus comme étant de l'opposition radicale. Donc, quand un membre de l'opposition radicale, et moi j'ai été radical, hein, je on l'a compris. Maintenant, quand je viens, vous déclarez votre soutien oui, au chef parce que candidat. J'ai vu, d'ailleurs, en politique et en démocratie, on dit que quand quelqu'un te gagne, il faut le suivre. Mais sauf qu'en Afrique, quand quelqu'un te gagne, il faut le torpiller. Il faut le torpiller jusqu'à ce qu'il échoue. C'est pas comme ça que je conçois la politique. C'est pas comme ça que moi je conçois en tant que entrepreneur politique. En même temps, un patriote. Moi, je pense qu'il faut aider le président Paul Biya à sortir par la bonne porte, par la porte de l'histoire, à entrer dans l'histoire au lieu de le torpiller. D'accord, nous avons très bien compris votre positionnement en ce moment sur cet échiquier politique et vers la campagne qui s'annonce à partir du 24 septembre. Nous allons l'accompagner. Bon, mais je voulais vous dire aussi une chose quand même rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps, maître. Non, pour dire que il ne peut pas échouer à cause de nous. C'est les militants du RDPC qui peuvent le faire échouer. Parce qu'il a déjà... Ils sont mobilisés derrière lui et je crois qu'ils seront avec lui jusqu'au bout de la victoire. Voilà, merci beaucoup.
Signalons dans cette page politique cette motion de gratitude et de déréférence, d'attachement également de la jeunesse camerounaise adressée au président de la République. C'est à l'occasion du lancement officiel de la mise en service de la carte jeune biométrique. Les jeunes Camerounais qui sont venus partager cet événement écrivent au chef de l'État et le rassurent de leur engagement à œuvrer pour la réussite éclatante de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes au Cameroun. Je vous propose à présent de découvrir un peu mieux ces personnalités qui étaient nommées hier mardi par le président de la République au sein de 2 sociétés d'État. D'abord, le visage de Jean-Claude Ekor Akouafane, l'ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture, est le nouveau directeur général de la SODECAO, tandis que Francis Emmanuel Ngome Adjebesone est désormais le directeur général adjoint de l'IRAD. Eugène Bey livre ici le profil des promus et les défis qui les attendent. Le cacao, depuis des lustres, demeure l'une des principales richesses de notre pays. Pas étonnant que le gouvernement affiche une claire ambition que des 250 000 tonnes par an à date, la production soit portée à 600 000 tonnes par an à l'horizon 2020. L'ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pendant de longues années, aujourd'hui directeur général de la SODECAO, maîtrise tous les enjeux de ce produit pilier de l'économie camerounaise. Le Cameroun est une puissance agricole, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. D'autant plus que l'industrialisation même du Cameroun, que nous appelons de tous nos voeux, pendant les 50 prochaines années, reposera sur l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Mais pour cela, nous devons massifier la production agricole dans notre pays, dans tous les secteurs, en particulier la branche cacao. Les experts sont formels, le cacao du Cameroun a la cote sur le marché international. Mais sa principale faiblesse reste l'insuffisance de qualité. C'est ici que l'IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement, devrait avoir un rôle majeur à jouer. Le nouveau responsable de l'IRAD, Francis Emmanuel Ngome Adjebesone, directeur général adjoint, et le docteur Nanga, président du conseil d'administration, nommé ce 24 juillet par décret du président de la République, en ont pleinement conscience. L'IRAD, ingénieur agricole de l'État, devrait à terme améliorer la production actuelle autant en qualité qu'en quantité, ce qui nécessite l'amélioration des techniques culturelles, l'amélioration des méthodes de conservation, l'amélioration du traitement du produit final à travers le séchage, la fermentation. L'une des clés de réussite de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, est désormais entre les mains de ces 2 institutions. Agriculteurs et cacaoculteurs espèrent légitimement un des lendemains qui chantent. L'Union européenne soutient la compétitivité de l'économie camerounaise. L'UE accorde un financement de 6,5 milliards au Cameroun pour améliorer les performances de nos entreprises, l'environnement des affaires et l'accès aux énergies. Pour signer cette convention de 5 ans ce mercredi ici à Yaoundé, le chef de la délégation de l'Union européenne et le ministre de l'économie étaient entourés de nombreux membres du gouvernement. Voici le compte rendu de Alvin Giselze. Signature des documents, échange des parapheurs, le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun peut se mettre en branle. 6,5 milliards de francs CFA reçus du partenaire fidèle, l'Union européenne. Le programme, qui va s'étendre sur 5 ans, accorde une place de choix au commerce et à l'investissement. Ce projet, avant tout, en étroite collaboration avec les professionnels et les organisations du secteur privé, vise à mettre à disposition de l'expertise, des conseils et de l'appui très concret pour le montage des dossiers qui permettent aux acteurs du secteur privé de développer leurs activités et de devenir plus compétitifs. Un appui de plus de l'Union européenne à l'économie camerounaise. Cette enveloppe de 6,5 milliards permettrait d'apporter de l'assistance technique au secteur privé, permettrait d'améliorer à travers des réformes à envisager le climat des affaires et permettrait aussi de donner
une nouvelle impulsion au Cameroun Business Forum. Ce financement apporte une plus-value au secteur privé dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique. Nous sommes donc disposés à aller vers nos membres, vers les petites et moyennes entreprises pour leur donner l'information qu'il faut. Et nous demandons donc à l'Union européenne d'utiliser ce canal de la Chambre et des associations socio-professionnelles pour pouvoir donner l'information totale aux petites et moyennes entreprises. De belles perspectives en vue pour l'économie camerounaise. Dans l'autre actualité gouvernementale ce mercredi, 3 nouveaux secrétaires généraux entrent en fonction pour les ministères de la fonction publique, de la décentralisation et du développement local et le ministère des Postes et Télécommunications. Tous accueillent des chefs d'orchestre qualifiés que présente ici Catherine Toulou-Elanga. C'est le tout nouveau secrétaire général du nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. En l'installant dans ses fonctions, le chef de ce département ministériel, Georges Elanga Obam, a prescrit à son nouveau collaborateur la mise d'une administration compétente et résolument tournée vers l'atteinte des résultats. C'était en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. De ce chef d'orchestre, le ministre de la décentralisation et du développement local attend qu'il privilégie la compétence, la concertation et le travail d'équipe au-dessus de toute considération. Au grand amphi de l'ENAM, le nouveau secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Maïna Anatole, prenait fonction. Âgé de 49 ans, il est nanti d'une maîtrise en droit privé et par la suite diplômé en administration générale. Ce mercredi matin, au cours de son installation, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Ley, a recommandé à ses spécialistes en matière de décentralisation plusieurs points essentiels. Le secrétaire général, c'est la tour de contrôle du ministère, c'est le patron de l'administration, c'est lui qui doit veiller au bon déroulement de l'ensemble des activités, à la bonne tenue de l'ensemble des services. Et pour clôturer le bal des installations, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libam Liliquin, a présenté officiellement Mohamed Saoudi, secrétaire général de son département ministériel. Âgé de 50 ans, inspecteur des Postes et Télécommunications, Mohamed Saoudi hérite d'un environnement où la compétence et le pragmatisme sont de rigueur. Audience au ministère des Relations extérieures, son Excellence le jeune Belambela recevait l'ambassadeur de la République centrafricaine, son Excellence Martial Betty Maras. Il est par ailleurs président du groupe des chefs de mission diplomatique africaine accrédité au Cameroun. Sur le contenu de ces échanges, je vous propose d'écouter ici son Excellence Martial Betty Maras, interviewé par Laurentine Bokono. Nous sommes venus voir le ministre des Relations extérieures dans le cadre d'échanges habituels d'informations entre deux pays et puis voir comment préparer la grande commission mixte entre la République centrafricaine et le Cameroun en vue de redynamiser la coopération entre ces deux pays. Le point, la sécurité entre nos deux pays à la frontière, nous co-gérons, nous nécessiter de mutualiser nos efforts dans le cadre d'échanges d'informations pour sécuriser davantage nos deux frontières. La main tendue du CERAC ce mercredi aux populations de la Mefou et à Kono, le cercle des amis du Cameroun, est allé remettre là-bas l'hôpital, le centre de santé intégré réhabilité de Mbankomo et procéder également à la remise des dons aux orphelins et aux femmes rurales de ce département. La délégation du CERAC était conduite par Madame le ministre Marie-Thérèse Abenaondoa en sa qualité de représentante personnelle de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC. Joseph Clément Ongba revient d'Auvent. Émanation de la paroisse Saint-Joseph de l'Église catholique, le centre de santé intégré d'Auvent vient de subir un véritable traitement de choc. L'édifice est métamorphosé, fruit de l'action du Cercle des Amis du Cameroun. Tout à côté, exhalant une forte odeur de neuf, la résidence d'astreinte des infirmières.
remise à l'état neuf. La main réhabilitatrice du CERAC s'étend aussi au hangar de cuisine nouvellement bâti, puis au forage d'eau. Sous l'étendard de représentante personnelle de Mme Chantal Biya, Marie-Thérèse Abenondoa savoure la chaleur de cette terre hospitalière de la Mefouye à Kono. Volet national et volet diplomatique réunis, la délégation du CERAC qui séjourne ici est mue par deux valeurs, la solidarité et le partage, guidée par l'ambition d'une prise en charge sanitaire améliorée pour les 5000 âmes de cette mosaïque de famille. Au cours des 2 dernières décennies, le CERAC s'est transformé en un laboratoire de l'amitié sans frontières. Expérience inédite à l'échelle planétaire. C'est une sorte de version internationale de la notion de vivre ensemble. Meuble l'esplanade de la mission catholique d'Oving, des équipements médicaux divers, des denrées alimentaires, du matériel agricole apportant une plus-value au labeur des femmes rurales. On a reçu beaucoup de matériel pour les champs, le groupe, les tronçonneuses, les roues, les plantoirs. Parmi les dons, 100 bourses de formation au TIC pour les chefs traditionnels, 100 autres bourses pour les femmes rurales grâce à Cameroun. Ciblé aussi 160 enfants vulnérables, tous orphelins, venant des 4 arrondissements du département. Du maire de Mbankomo au chef des districts de santé, passant par les délégués départementaux du MINAS et du MINPROF, les sœurs filles de Marie de Yaoundé, l'on salue cette action de cœur. Quand les malades viennent dans une structure qui est propre, bien portante, c'est déjà un aspect pour la guérison. Nous redisons merci à la première dame. Cet hôpital était une épine sur le pied des élites que nous étions. Alors le CERAC est venu vraiment nous sortir cette épine du pied. Après la phase protocolaire, Marie-Thérèse Abenondoa et les dames du CERAC coupent le ruban symbolique. Elles visitent les locaux réhabilités et équipés, font un tour à la mini-foire agro-pastorale et artisanale. Une belle fête à Oving pour magnifier une œuvre salvatrice. Bientôt les vacances universitaires, mais fait surprenant, les cités ne désempliront pas et pour cause, certaines de ces résidences universitaires destinées aux étudiants servent désormais de foyer aux familles camerounaises. Des anciens étudiants, aujourd'hui fonctionnaires et même mariés, se sont installés ad vitam aeternam avec femmes et enfants dans ces cités d'antan. Dans la cité universitaire, quand elle perd son âme, c'est la grande enquête du 20h30 que signe Oswald Modou. Au commencement était la cité universitaire, un cadre de vie destiné aux étudiants durant leur cursus. De la cité, on est arrivé au quartier. Puis, le logement temporaire est devenu définitif par la force des choses. Le manque de moyens financiers apporte toujours les étudiants qui ont fini surtout leur cursus scolaire à rester dans leur chambre ici à l'université. Les étudiants d'hier sont devenus pour certains des chefs de famille aujourd'hui. Là, c'est arrêté leur mutation, puisque beaucoup conservent jalousement leur chambre d'étudiants. Un choix qui s'impose de lui-même pour plusieurs. Tu finis peut-être, tu as la licence, tu as un master, tu n'as plus de soutien, le parent ne te donne plus rien, il se dit que bon, tu es diagramme, tu es majeur, tu as fait l'école, il faut que tu te battes. Tu vas te battre dehors, il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité de payer une maison de 30 000. Tu es obligé de rester dans une chambre de 10 000. Dans le lot, il y a des fourmis, aux côtés de quelques cigales. Des anciens étudiants qui amassent et construisent leur avenir. Il y a ceux-mêmes qui ont un bon salaire, mais ils disent qu'ils veulent d'abord construire une maison, donc ils restent là sur place. Ils font peut-être 10 ans sur place. Quand ils sortent après les 10 ans, bon, vous vous retrouvez quelque part, ils disent non, moi j'ai construit. Normal donc que des familles se créent dans cet univers avec un quotidien fait de routine. Il y a des parents déjà. Moi j'en ai 2, voilà des gosses, des bébés, j'en ai 2 déjà. À un certain âge, tu es obligé de te jeter. Il y a ceux qui ont des grands enfants déjà dans la chambre. On se superpose. Vous avez déjà la trentaine, déjà à 28 ans. Il y a les parents qui disent que mais mon frère, tu ne fonctionnes pas. Seulement 9 mètres carrés pour une famille de 4 personnes et parfois plus, ça ne passe pas du tout. Il manque un peu de vie privée pour les parents et l'enfant grandit dans cet espace-là. Ce qui fait que
il intègre aussi tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Pour le psy, la raison des moyens financiers limités n'excuse pas toujours cette promiscuité volontaire. Ce sont des calculs, c'est pas facile. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher aussi derrière ça parce qu'il faut aussi penser à l'épanouissement de l'enfant. Seulement, le phénomène reste bien ancré dans les milieux universitaires. Ces lieux de résidence, devenus définitivement temporaires. Les locataires, eux, ne s'en plaignent d'ailleurs qu'à moitié. Juste un toit et le reste est souffle. Et pourtant, Oswald, voici de nouveaux bacheliers qui vont frapper à la porte de ces cités universitaires dès la prochaine rentrée. Et naturellement, ils auront beaucoup de mal à se loger. Pour l'instant, laissons-les savourer leur succès au bac 2018. Ces résultats sont disponibles depuis hier soir. Des résultats en nette amélioration selon l'Office du baccalauréat du Cameroun. Laurence Okalia. Voici Luc. Candidat au baccalauréat 2018, quelques jours avant les résultats, sillonnant les couloirs de son lycée en plein stress. Il y a les rumeurs qui courent que le bac est dehors dans certains endroits comme Douala, Bafoussam. Aujourd'hui, revoici Luc, le jour des résultats. Je suis vraiment très ému parce que j'ai vraiment réussi mon baccalauréat. Pour le stress, ça va. Je suis vraiment très ému. C'est le sentiment qui les habite tous, les désormais anciens élèves du lycée bilingue d'Emana. Rien de plus réjouissant pour les parents. Je suis venue jouir du résultat de ma fille, de la réussite de ma fille. Mais aussi pour l'administration, satisfait de son travail. L'année dernière, nous étions à 41% et cette année 66%. Ça montre que les progrès sont vraiment là. Effectivement, le baccalauréat général a fait de bons résultats cette année. De 46,13% en 2017 à 51,74% cette session. Les candidats de la région du Soleil Levant ont souvent dû se coucher très tard pour avoir le meilleur taux de réussite au Cameroun. Derrière eux, le nord-ouest et le sud-ouest. On note fièrement d'ailleurs une nette amélioration par rapport à l'année dernière. La témérité et le courage de ces candidats ont été gagnants. À présent, à bas les uniformes, les portes du supérieur leur sont ouvertes. Une autre vague d'étudiants de l'IAI, l'Institut africain d'informatique, recevait des ordinateurs portables, dont du chef de l'État ce mercredi à Yaoundé. Cérémonie à la suite de la première vague de distribution. C'était lundi au Palais Polyvalent des Sports, ici à Yaoundé. Inès Magoum pour le reportage au Centre d'Excellence Paul Biya, IAI, Cameroun. Enfin, leur laptop de marque Paul Biya Higher Education Vision. Bien qu'étant des habitués de l'outil informatique, cet appareil est particulier pour les 1922 étudiants de l'Institut africain d'informatique du Cameroun. On a longtemps attendu nos ordinateurs PB. Nous remercions le chef de l'État de la République du Cameroun. Ceci va me permettre de mieux coder. À travers cette opération, le président de la République, Paul Biya, veut doter chaque étudiant camerounais d'un ordinateur afin de faciliter l'apprentissage dans les universités. L'ordinateur de marque PBHEV a une garantie d'1 an qui n'est prise en compte qu'après activation du logiciel Office 365 préinstallé dans les différentes machines. Pour faciliter l'activation de ces logiciels, la société Microsoft a gracieusement mis à la disposition du gouvernement camerounais toute une équipe qui sillonne les différentes universités. En cas de dysfonctionnement, il est demandé aux étudiants de se rapprocher de leur université d'appartenance. Une plus-value pour les étudiants récipiendaires. À ce jour, plus de 200 000 ordinateurs sur les 500 000 promis par le président de la République ont déjà été distribués. Des nouvelles des journalistes camerounais en stage en République populaire de Chine. Ils ont entamé la 2e semaine de leur séjour, une étape consacrée essentiellement à la découverte de quelques fleurons de l'industrie technologique chinoise et du riche patrimoine culturel de Beijing. Allons découvrir ces sites dans ce reportage de Martine Noël Dengue, un séjour en terre chinoise. C'est un campus où dort l'âme de la culture chinoise. Le collège impérial de Beijing, bâti il y a plus de 2000 ans, est un lieu d'histoire, de pèlerinage et d'apprentissage qui s'étend sur 22 000 mètres carrés.
Et c'est lui, Confucius, philosophe considéré par ses compatriotes comme le premier éducateur de l'Empire du Milieu, qui est au centre de toutes les attentions. Sa pensée, le confucianisme, est un héritage que se transmettent les Chinois de génération en génération. Le temple qui lui est consacré s'impose au centre du collège où a été formée la crème de l'administration chinoise de l'époque. Témoin oculaire, cet arbre plusieurs fois centenaire. Un arbre qui a 700 ans, un arbre qui est capable de détecter les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Et c'est dans ce temple-ci qu'on faisait un culte hommage à Confucius 2 fois par an. Les visiteurs marquent tous un arrêt dans la salle des stèles pour parcourir le contenu des 13 livres, socle de la pensée de Confucius. Le collège impérial de Pékin et aussi le confucianisme sont l'esprit, vraiment les lieux sacrés de l'esprit chinois. Le collège impérial de Beijing incarne une des puissances de la Chine moderne, sa culture, un appel à la préservation de l'identité culturelle. La page des sports est l'entame du processus de vulgarisation pour la nouvelle loi sur les activités sportives au Cameroun. Le ministre Bidong Pat présidait à ce sujet ce mercredi une rencontre avec des présidents des fédérations sportives civiles nationales, de nouvelles missions auxquelles il va falloir s'habituer. Évariste Yanga. Rien ne sera plus comme avant. La nouvelle loi du sport oblige des révolutions. Vous avez toute une partie qui est consacrée aux infrastructures, à la création d'un certain nombre d'institutions. Je citerai par exemple la Commission nationale des activités physiques et sportives qui est placée auprès du Premier ministre et chef du gouvernement. Vous avez le FODAPS, vous avez toute une panoplie d'institutions. Vous avez une fédération de sport traditionnel qui est créée. Il fallait que les présidents des fédérations le sachent. Raison pour laquelle le ministre des Sports Bidong Pat et ses collaborateurs ont tenu à éclairer leur lanterne par une série d'exposés. Résultat ? C'est une loi qui est positive pour le mouvement sportif camerounais, d'autant plus qu'on parle maintenant de presque tous les pans du contrôle ou bien du moins de la gestion du sport, du management du sport. Nous parlons par exemple du financement des infrastructures sportives, nous parlons par exemple des financements au sein des fédérations, tant par les entités privées que publiques. Au regard de cette loi, nous allons prendre des ajustements qui vont permettre à notre discipline de s'épanouir, de se développer pour que le mouvement sportif puisse connaître la contribution du Sambo et du Namboudou. Les présidents de fédération seront édifiés davantage au cours des échanges. Chacune des réponses de la partie ministérielle aux managers sportifs est inspirée du nouveau cadre juridique. Cette nouvelle loi qui met un accent sur la conciliation en interne en cas de litige. Le préalable obligatoire, c'est d'abord régler le problème en interne au sein de la fédération. Si le problème n'est pas réglé en interne au sein de la fédération, on passe par la conciliation qui devient une conciliation obligatoire. Ce n'est plus facultatif. Recommandation ferme de Bidong Pat à exécuter dans l'urgence, s'approprier la nouvelle loi du sport, la vulgariser et l'appliquer à la lettre. Privilège devra être accordé à la conciliation afin de contenir les litiges sportifs récurrents. Voilà des nouvelles qui viennent mettre un terme à ce 20h30. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Patricia Leba Metuxon. Retrouvez sur cette antenne immédiatement après ce journal l'intégralité du point de presse donné récemment par Roger Daniel Nkododan, le président du Parlement panafricain. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. On ne voit pas les actions gouvernementales. Et il est clair que lorsqu'on essaye de voir, voir les actions positives de M. Paul Biya, on se rend compte que de tous les candidats qui sont là, il est le meilleur qui peut entraîner le Cameroun vers, n'est-ce pas, une certaine stabilité, vers la paix. C'est le seul pour le moment parce qu'il y a l'âge que certains disent. L'âge est un atout pour lui et non un handicap.
Il a l'âge de l'indépendance, il a l'âge de l'autonomie, il a l'âge où on n'a plus peur. Il a l'âge où on ne craint pas les autres. On ne craint pas les Occidentaux, on ne signe pas les contrats avec la pression. Il a l'âge où on ne cède plus aux pressions. Il a l'âge où on prépare sa succession. Et à ce moment-là, c'est un âge, et je pense que tous les Camerounais, s'ils étaient des patriotes comme nous, ils devraient plutôt l'accompagner, à accomplir, à sortir. Il faudrait quand même que les Camerounais apprennent à accompagner un président, à entrer dans l'histoire. Et non que notre petite jalousie, notre petite mesquinerie, parce qu'on veut prendre la place, nous entraîne à mettre systématiquement les bâtons dans les roues de la personne. Moi, longtemps avant la convocation du corps électoral pour cette présidentielle du 7 octobre, on ne vous a pas souvent entendu ni sur ces questions graves de la crise sociopolitique, ni même sur ces soubresauts autres et politiques au Cameroun, maître. Vous étiez où? Alors, je vais vous dire, on m'a entendu. J'ai soutenu tout de suite la cause de mes amis, de mes frères anglophones. La cause corporatiste. Je veux dire, les corporations d'avocats, des enseignants, j'ai soutenu. Et je demandais, nous demandions, notre parti politique demandait au président de la République de trouver une solution. Je pense que cela a été fait. Nous avons soutenu, je me suis constitué pour BBC Mancho. Hein, je l'ai soutenu, je suis allé le voir en prison. Je suis allé les voir tous en prison pour leur apporter mon soutien. Nous étions là dans le cadre des enfants d'un même pays qui ont de la colère vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, la situation a changé sur le terrain. La situation a changé parce qu'un groupuscule d'excités et de terroristes ont pris en otage ce problème, cette question, et en ont profité pour vouloir diviser le Cameroun. Un patriote, et je suis un patriote panafricaniste, c'est-à-dire que je veux l'unité de l'Afrique, je ne peux pas accepter que dans le même temps, on divise mon pays. Moi, je suis de Tchang, vous savez, et je sais que dans le Bialem, ils considèrent même que Tchang, ça fait partie de leur Ambazonie. Ils sont dans le Fongo-Tongo, ils attaquent. Ils sont chez moi à Bafou, au nord de Bafou, à Mouk, on appelle ça Mouk. Ils attaquent, ils sont là. Et je dis, dans une situation d'insécurité comme cela, les gens qui ont vécu l'insécurité des années 1960, j'étais tout petit, mais je me souviens qu'en 1966, nous avons dû abandonner la classe pour fuir. Nos mamans sont venues nous chercher parce qu'on avait dit que les maquisards sont venus. Les gens qui ont vécu ce maquisard-là... pas là certainement, ni au Rwanda, et on espère qu'on n'en arrivera pas là. Justement. Mais de quel poids pèse votre soutien? Quelle solution vous apportez exactement dans l'escarcelle de la recherche des solutions de sortie de toutes les crises en cours? C'est excellent à vous poser la question commune, la question qui est dans les réseaux sociaux, de quel poids politique il pèse. Mais vous avez vu que sur les réseaux sociaux et partout, parmi les 20 personnes qui ont soutenu la candidature de M. Paul Biya, je suis la seule personne qui est laminée et qui est traitée de tous les noms. C'est-à-dire que... Mais nous sommes très loin de faire du suivisme sur ce plateau du 20h30. C'est une question fondée sur votre rang à la dernière élection. Vous étiez 8e il considère que j'ai un poids politique. Il considère que j'ai un poids politique. Il considère que je suis un leader. De toutes les façons, un leader, c'est pas une question de chiffres. Et moi, j'ai dit que, fondamentalement, ce que j'apporte au président Paul Biya, ce n'est pas mes 0,4%. Ce que je lui apporte, au-delà de la légitimité qu'il a, c'est la dignité. Ce que j'apporte, c'est la sincérité. Non, les gens doutent. Les gens disent que cette légitimité est construite autour du RDPC et que c'est un parti obèse, etc. Mais c'est son parti, c'est normal. Je lui apporte les voix d'une opposition véritable, d'une opposition radicale. Je les ai. Parce que nous avons siégé, et je puis vous dire que cette question a divisé notre électorat. Mais au fur et à mesure que j'ai expliqué, nos militants commencent à comprendre. Beaucoup de mes militants, beaucoup de cadres de nos partis qui ont été associés à la décision l'ont comprise. Et beaucoup attendent ici à Yaoundé, à l'ouest. Ils attendent également des dividendes, dit-on, de ce soutien. Ils attendent d'aller en campagne pour soutenir le candidat Paul Biya. Écoutez, Madame Bala, je vais vous dire une chose. Vous avez le Singapour où le Premier ministre, un avocat qui est comme moi d'ailleurs, est resté presque une
une quarantaine d'années au pouvoir et vous savez où le Singapour est aujourd'hui. Vous avez la Chine. C'est quand même les dragons du Sud-Ouest. Nous n'allons pas chercher si loin, on n'a pas le temps d'aller aussi loin, maître, sur ce plateau. C'était pour vous dire simplement, pour vous dire simplement que la valeur, elle est symbolique, mais elle est réelle. C'est une valeur de sincérité. Ce n'est pas de l'opposition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 juillet 2018, voici la une du journal. Drame à Limbé, 4 morts dans des glissements de terrain après les pluies diluviennes d'hier mardi. Le sud-ouest et l'extrême nord des régions sinistrées ce soir. Soutien à la candidature du chef de l'État et mobilisation au sein de l'opposition. Le 20h30 ouvre le dossier des coalitions et des tractations. Maître Jean de Dieu Momo, rallié au RDPC, est l'invité du journal. Déviance à l'université, des cités destinées aux étudiants abritent très souvent des familles entières. Cités universitaires ou logements sociaux, le 20h30 mène l'enquête. Voilà pour les titres. En tête du journal, Limbé, la belle cité du Sud-Ouest, sinistrée depuis le décès de 4 personnes à la suite d'un glissement de terrain consécutif aux pluies torrentielles d'hier mardi. Le bilan annonce également de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilaï, et les autorités chargées des catastrophes naturelles au gouvernement sont sur le terrain là-bas pour les premiers secours aux populations sinistrées. Nous reviendrons certainement en son et en images sur ce drame en cours dans le sud-ouest. D'abord, direction l'extrême nord, même désolation dans cette région où les quartiers Katoual et Gaklé dans l'arrondissement de Maroua 1er ont les pieds dans l'eau ce mercredi. Les fortes pluies d'hier ont laissé près de 80 familles sans abri et emporté nombre de gros et menus bétail dans les cheptels. Les mesures d'urgence préconisées par les autorités, c'est dans ce reportage de Elvis Nguimaison de Sierre TV Extrême Nord. Cette maman est assise sur la fondation de sa maison, emportée la veille par les eaux en furie. Les larmes qu'elle coule renseignent à suffire sur son état d'esprit présent, de cette incertitude du lendemain, qui habite également près de 80 familles sinistrées des quartiers Gaglé et Katoual, arrondissement de Maroua 1er, qui ont tout perdu à cause des inondations dues aux fortes précipitations de la veille. Voilà, les maisons sont déjà parties, 1, 2, 3, mais il n'y a pas de 2 quand même. Nos milles et nos sèvres, ni quoi, sont déjà partis. On n'a rien maintenant là. Nous souffrons comme ça. On veut que le gouvernement vienne nous aider. Le message de réconfort du gouvernement aux sinistrés est porté par le préfet du Diamaré. Nous avons eu le sentiment que les populations sont confortées. On a prescrit à ces populations de veiller à ce que les voies d'évacuation des eaux soient libérées. Et à l'avenir, que les constructions ne se fassent plus à des endroits inappropriés. Le sous-préfet de Maroua 1er, avec l'aide des autorités traditionnelles, recense les biens détruits et emportés, et la solidarité africaine est convoquée ici afin que certaines familles accueillent sous leur toit les personnes sinistrées, surtout les tout-petits. Des pluies décidément désastreuses hier mardi à travers le Cameroun. La circulation est interrompue depuis ce mercredi au lieu dit Pambokom Kojofar à Douala dans le littoral. Et pour cause, une buse métallique essentielle s'est effondrée à ce niveau sous l'effet de ces mêmes pluies qui se sont abattues également sur la capitale économique. La nuit dernière, des mesures ont été prises pour décanter la circulation et des voies de contournement sont
maintenant indiqué. Retrouvons sur place Léon Bertrand Tanefo, notre correspondant sur place à Douala. Des deux côtés du pont Bokom-Kojefa de Yassa ce mercredi soir, la longue file des véhicules stationnés renseignait sur l'impact de l'effondrement de cette buse métallique existentielle. Un effondrement causé par les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur la ville, provoquant des inondations et entraînant la perte d'une partie du bloc technique de la buse. J'ai trouvé la route coupée en deux. Depuis 14 heures, je suis cloué là, je ne parviens pas. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière ni de faire marche avant. Afin d'éviter toute paralysie de la circulation dans la ville de Douala, de nombreuses mesures ont d'ores et déjà été prises, notamment le transfert de la circulation vers Ndokoti et Yassa. Quant à l'entreprise en charge de la construction des travaux de déviation entamés depuis quelques mois, elle dispose d'un délai de 72 heures maximum pour achever les dits travaux, conformément aux instructions du ministre des Travaux publics. Et ils nous ont dit que ces travaux-là seront rapides. Moi, je suis taximan. Tous les jours, c'est la même chose. Une lenteur également justifiée par le déplacement des réseaux existants de Cantel, Eneo et Camwater. La Camwater qui dispose de 24 heures pour déplacer... J'allais dire le renouvellement, la confirmation de l'existence de cet axe nord-sud qui, chaque fois qu'il est question de gérer des échéances importantes, se reconstitue d'une manière ou d'une autre. À considérer seulement ce qui se dessine dans la partie septentrionale du pays, on peut admettre que le soutien du MDR, de l'UNDP ou de l'ANDP constitue un capital de voix important pour le candidat Paul Biya, un capital de sympathie qui va certainement peser de tout son poids au moment du décompte final. Et à l'observation des mouvements sur la scène politique, il convient de noter que l'adhésion et les soutiens à la candidature du président Paul Biya dépassent le seul champ politique. Cette candidature rallie maintenant les autres groupes sociaux que sont les intellectuels, les chefs traditionnels ou encore la société civile dans son ensemble. Une large convergence de vues entre le peuple et son chef que relève ici Lucrèce Modunjemba. Il y a donc plus de 20 partis politiques de l'opposition qui font chorus autour de la candidature de Paul Biya, président national du RDPC. Mais il y a surtout l'appel du peuple, décliné par la société civile, les intellectuels et l'autorité traditionnelle. C'est l'expression d'une accointance certaine entre le peuple et son chef. Ces appels traduisent l'adhésion d'un peuple à la politique du chef de l'État. Certains n'y voient que de la manipulation. Les hommes de science vont au-delà des apparences. Au-delà de l'instrumentalisation, cela atteste, n'est-ce pas, d'une construction populaire de la désignation d'un candidat, notamment à l'élection présidentielle. Positionnement des élites, oui peut-être, mais surtout choix délibéré de miser sur un candidat à même de leur envoyer l'ascenseur. Les élites politiques mobilisent pour obtenir notamment des suffrages, et ces suffrages sont échangés contre des positions. Les populations qui véritablement travaillent aujourd'hui à la désignation, à l'appel à candidature, même sous la médiation, n'est-ce pas, des élites politiques, n'est-ce pas, entendent véritablement bénéficier à terme, n'est-ce pas, d'un certain nombre de rentes politiques. Et pensent à un moment donné qu'il y a une personne susceptible de leur apporter les solutions à leurs problèmes. Et que dire de ce contexte sociopolitique? Il n'est pas propice à une quelconque aventure. Pour ce qui est du Cameroun en ce moment-ci, je suis persuadé que ceux qui viennent vers le président Biya ont compris que le programme politique qui est le sien à ce moment est celui qui peut aider le Cameroun à sortir de la situation qui prévaut aujourd'hui. Parce que si on amène un aventurier, quelqu'un qui veut seulement, qui dit quitte de là que je m'asseye pour faire la même chose que toi, on n'est pas sûr que celui-là aura la même aura, le même charisme pour réaliser ce que les Camerounais attendent. Soulignons toutefois que le consensus autour d'un chef n'est pas une particularité camerounaise. En prenant en compte l'expérience de Trump, ce sont les militants qui ont pesé sur le choix de son parti, notamment dans sa désignation.
lorsque vous voyez un peu l'élection du président Macron, avec la mobilisation de la société civile, dans la construction notamment de sa candidature et de son succès électoral, on se rend compte que la démocratie actuelle nous interpelle. En fait, au regard de ces soutiens multiformes, il est clair que les électeurs du président candidat ne se laissent pas dicter leur choix. Je vous le disais, Maître Jean de Dieu Momo est l'invité de ce 20h30. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Bonsoir, CRTV. Bonsoir, le Cameroun. Merci. Bonsoir également à Monsieur le Président de la République, le candidat que j'ai décidé de soutenir avec mes militants. Vous êtes, faut-il le rappeler, le président du PADEC, le Parti des Patriotes et Démocrates pour le développement du Cameroun. Et effectivement, on vous a vu ce 20 juillet au Yaoundé Hilton Hotel, parmi ces 20 partis annonçant votre soutien au candidat Paul Biya. Pourquoi? La situation sécuritaire du pays l'impose. En ce moment où il y a des bruits de bottes dans notre pays, en ce moment où le pays est divisé, le nord est attaqué par le Boko Haram, au sud, au sud-ouest et au nord-ouest, on s'entretue, les anglophones tuent les francophones, et certains veulent la séparation, la sécession. C'est un moment excessivement dangereux dans la vie d'un pays. Il ne faut pas que les gens qui détestent ou qui croient détester Paul Biya, le président, entraînent leur haine à la perte de notre pays. Moi, je suis avocat pénal international. J'étais avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Je connais le génocide rwandais comme un acteur. J'ai vu les images, j'ai été là-bas, j'ai enquêté, je sais où ça commence et comment ça finit. On a enregistré 1 million de morts et ce n'est pas le moment de le faire. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on fait de l'opposition une carrière, lorsqu'on fait de l'opposition systématique, aveugle, on en arrive à être comme si on portait des œillets et on ne rend factice. Vous comprenez? Parce qu'au Cameroun, peut-être que vous, à la CRTV, vous ne le savez pas, moi, je suis considéré par une fraction de la population qui me tire dessus comme étant de l'opposition radicale. Donc, quand un membre de l'opposition radicale, et moi j'ai été radical, hein, on l'a compris. Maintenant, quand je viens, vous déclarez votre soutien oui, au chef parce que candidat. J'ai vu, d'ailleurs, en politique et en démocratie, on dit que quand quelqu'un te gagne, il faut le suivre. Mais sauf qu'en Afrique, quand quelqu'un te gagne, il faut le torpiller. Il faut le torpiller jusqu'à ce qu'il échoue. C'est pas comme ça que je conçois la politique. C'est pas comme ça que moi je conçois en tant qu'entrepreneur politique. En même temps, un patriote. Moi, je pense qu'il faut aider le président Paul Biya à sortir par la bonne porte, par la porte de l'histoire, à entrer dans l'histoire au lieu de le torpiller. D'accord, nous avons très bien compris votre positionnement en ce moment sur cet échiquier politique et vers la campagne qui s'annonce à partir du 24 septembre. Nous allons l'accompagner. Bon, mais je voulais vous dire aussi une chose quand même rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps, maître. Non, pour dire que il ne peut pas échouer à cause de nous. C'est les militants du RDPC qui peuvent le faire échouer. Parce qu'il a déjà... Ils sont mobilisés derrière lui et je crois qu'ils seront avec lui jusqu'au bout de la victoire. Voilà, merci beaucoup. Signalons dans cette page politique cette motion de gratitude et de déréférence, d'attachement également de la jeunesse camerounaise adressée au président de la République. C'est à l'occasion du lancement officiel de la mise en service de la carte jeune biométrique. Des jeunes Camerounais qui sont venus partager cet événement écrivent au chef de l'État et le rassurent de leur engagement à œuvrer pour la réussite éclatante de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes au Cameroun. Je vous propose à présent de découvrir un peu mieux ces personnalités qui étaient nommées hier mardi par le président de la République au sein de 2 sociétés d'État. D'abord, le visage de Jean-Claude Ekor Akouafane, l'ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture, est le nouveau directeur général de la SODECAO, tandis que Francis Emmanuel Ngome Agebesone est désormais le directeur général adjoint de l'IRAD. Eugène Bey livre ici le profil des promus et les défis qui les attendent. Le cacao, depuis des lustres, demeure l'une des principales richesses de notre pays. Pas étonnant que le gouvernement affiche une claire ambition que des 250 000 tonnes par an à date, la production soit portée à 600 000 tonnes par an à l'horizon 2020.
L'ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pendant de longues années, aujourd'hui directeur général de la SODECAO, maîtrise tous les enjeux de ce produit pilier de l'économie camerounaise. Le Cameroun est une puissance agricole, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. D'autant plus que l'industrialisation même du Cameroun, que nous appelons de tous nos voeux, pendant les 50 prochaines années, reposera sur l'agriculture, la transformation des produits agricoles. Mais pour cela, nous devons massifier la production agricole dans notre pays, dans tous les secteurs, en particulier la branche cacao. Les experts sont formels, le cacao du Cameroun a la cote sur le marché international. Mais sa principale faiblesse reste l'insuffisance de qualité. C'est ici que l'IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement, devrait avoir un rôle majeur à jouer. Le nouveau responsable de l'IRAD, Francis Emmanuel Ngomé Adjebessoné, directeur général adjoint, et le docteur Nanganga, président du conseil d'administration, nommé ce 24 juillet par décret du président de la République, en ont pleinement conscience. L'IRAD, ingénieur agricole de l'État, devrait à terme améliorer la production actuelle autant en qualité qu'en quantité, ce qui nécessite l'amélioration des techniques culturelles, l'amélioration des méthodes de conservation, l'amélioration du traitement du produit final à travers le séchage, la fermentation. L'une des clés de réussite de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, est désormais entre les mains de ces deux institutions. Agriculteurs et cacaoculteurs espèrent légitimement en des lendemains qui chantent. L'Union européenne soutient la compétitivité de l'économie camerounaise. L'UE accorde un financement de 6,5 milliards au Cameroun pour améliorer les performances de nos entreprises, l'environnement des affaires et l'accès aux énergies. Pour signer cette convention de 5 ans ce mercredi, ici à Yaoundé, le chef de la délégation de l'Union européenne et le ministre de l'économie étaient entourés de nombreux membres du gouvernement. Voici le compte rendu de Alvin Giselze. Signature des documents, échange des parapheurs, le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun peut se mettre en branle. 6,5 milliards de francs CFA reçus du partenaire fidèle, l'Union européenne. Le programme, qui va s'étendre sur 5 ans, accorde une place de choix au commerce et à l'investissement. Ce projet, avant tout, en étroite collaboration avec les professionnels et les organisations du secteur privé, vise à mettre à disposition de l'expertise, des conseils et de l'appui très concret pour le montage des dossiers qui permettent aux acteurs du secteur privé de développer. C'est la canalisation d'eau sur le site. Les travaux sont prévus cette nuit sur le pont et la circulation sera rétablie ce jeudi, à en croire l'entreprise en charge. Et nous vous donnerons naturellement toutes les informations nécessaires sur ces différentes situations à travers le Cameroun. La compassion nationale qui va ce soir à ses compatriotes sinistrés, tout comme celle exprimée ce mercredi par le CERAC aux populations vulnérables de la Mefou et à Konon. Le Cercle des Amis du Cameroun a rétrocédé ce mercredi le centre de santé intégré réhabilité de Mbankomo et procédé à la remise des dons aux orphelins et aux femmes rurales de ce département. La délégation du CERAC était conduite par Madame le ministre Marie-Thérèse Abenaondoa en sa qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, la première dame camerounaise, présidente fondatrice du CERAC. Joseph Clément Ongba revient d'Auvent. Dans un instant, certainement, ce reportage de Joseph Clément Ongba sur les actions sur le terrain ce mercredi du CERAC dans la ville d'Auvent. Nous reviendrons certainement dans la suite de ce journal sur cette actualité. Le temps de parler de celle sur le front de la présidentielle 2018. C'est le dossier de la rédaction ce soir. Les tractations au sein de l'opposition, la coalition des partis autour de la candidature du président Paul Biya. Nous vous offrons ce soir tout le panorama et d'abord la structuration de l'opposition camerounaise jusque-là en
rend dispersé selon les dossiers déposés à Elecam, mais des stratégies de campagne se dessinent avec en toile de fond la quête toujours d'une candidature unique. Regard sur l'opposition camerounaise qui prépare la présidentielle, c'est l'enquête de Rodrigue Bertrand-Tueno. Le 19 juillet dernier, il arrachait la palme du dépôt de dossier de candidature le plus animé. Ce 25 juillet, lorsque nous le retrouvons à Obobogo, son quartier à Yaoundé, au téléphone accroché, il potasse déjà sa campagne. Nos équipes sur le terrain qui travaillent aux inscriptions travaillent maintenant à la divulgation de notre projet de société, à la mobilisation des électeurs afin qu'ils retirent leur carte d'électeur. Les autres partis d'opposition en course sont dans la même dynamique avec une équation majeure à résoudre, le financement. Pour faire face à la campagne, il faut les moyens suffisants. Une circulaire du président national datant de vendredi qui a précédé le lundi de la convocation du corps électoral inscrivait déjà les militants dans la logique de mobilisation de ressources pour la campagne électorale. Si nous réussissons à mobiliser 200 millions, nous allons faire une campagne à moindre coût, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous déplacer, d'aller vers les compatriotes, trouver des gadgets. Les réseaux sociaux sont mis à contribution. C'est important pour nous d'aller communiquer de manière directe parce qu'on a des échanges avec différentes personnes sur les réseaux sociaux. L'idée d'une candidature unique n'est pas encore morte et enterrée. Nous travaillons avec les autres partenaires de l'opposition parce que le dépôt de candidatures multiples ne signifie pas automatiquement qu'il n'y aura pas une dynamique d'entente dans l'opposition. On essaye de travailler pour la coalition parce que c'est le message le plus important que nous renvoie l'ensemble des Camerounais aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est une coalition pour le changement. Imaginez ce que sera la campagne si ce vieux rêve de candidature unique de l'opposition devenait enfin réalité. En face de cette opposition qui se structure, la candidature massive du président national du RDPC, elle rallie maintenant plus d'une trentaine de partis, dont l'UNDP, l'ANDP, le MDR et le FSNC. Des alliances qui devraient assurer au candidat Paul Biya le gros des votes de ces régions septentrionales qui sont leurs fiefs. Mais pour quel impact réel sur l'échiquier politique national? De quel poids pèsent donc ces formations politiques? Voici le regard de Séverin Alégambélé. La démarche du collectif des 20 partis politiques de l'opposition qui soutient la candidature du président Paul Biya fait grand bruit depuis la semaine dernière. Un bruit qui dissipe mal l'effet produit par les résolutions des états-majors des partis que sont le MDR, l'ANDP, le FSNC ou l'UNDP en l'espace de quelques jours. Soutenir la politique du gouvernement, c'est d'abord soutenir la politique de son chef, le président de la République. Du point de vue de l'analyse politique, le mouvement de ralliement observé traduit un état d'esprit. L'initiative en termes de démarche cohérente de groupe montre effectivement qu'il y a un poids psychologique qui n'est pas à négliger. Même si quelque part il serait question d'attendre en bout de chaîne des dividendes politiques en termes de nomination à des postes administratifs importants. Il s'agit tout simplement là d'une sorte de réalisme politique. L'entrée en scène de tous ces alliés ayant au nom des élus redistribue tout de même les cartes sur le marché électoral. Il y a une sorte d'axe nord-sud fortement établi. C'est une sorte de tradition depuis le président Ahidjo. Et cette volonté de ralliement traduit effectivement